Donc, premièrement, quand on voit un cours et quand on pense à un cours, on pense au prof, comme ça, devant sa classe qui fait cours. Et puis parfois, on peut les faire jouer, comme on a vu avant. On peut peut-être se poser la question, et pour ça, je vais vous demander de donner votre avis. Alors, si vous voulez voter bleu, vous levez la feuille bleue. Si vous voulez voter rose, vous levez la feuille rose. Si vous voulez voter blanc, mais là, vous votez quand même quand vous votez blanc, vous levez la feuille blanche. Ceux qui n'ont pas de feuille blanche, vous avez un calepin. Première question, est-ce que vous pensez que c'est jouable de faire créer un jeu, une animation à des étudiants? Oui en bleu, non en rose. Ouais, plutôt oui. Ouais, il y a quelques noms, Ah, t'as pas fait exprès, ouais. J'ai pas pensé aux daltoniens, je suis désolé. Alors, mais si on le fait, à qui on le fait? Au L1, au L2, au L3 ou au master? L1 bleu, L2 rose, L3 vert et blanc. Tous, c'est gentil. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est bien. Je vois quelques masters, donc c'est à ça que je m'attendais. Hop, est-ce qu'il veut bien? Mais du coup, à qui? À des giga cohortes, donc supérieurs à 60, en bleu, à des grandes cohortes inférieures à 60, à des cohortes moyennes, groupe TD, ou à des petites cohortes. C'est gentil de voter les 4, vous pouvez voter les 4, contrairement à Ouclap, et c'est rapide. J'ai quand même plus de blanc que de multicolores, donc effectivement. Donc moi, ce que je m'attendais, et puis c'est ce qu'on s'attend quand même à dire, hein, c'est que c'est que c'est pas si facile que ça de faire ça. Nous, ce que je vais vous montrer qu'on a fait, c'est qu'on leur a fait créer une animation à 160 étudiants de L1 en première année à partir d'une synthèse bibliographique qu'ils ont fait avec ma collègue Natacha Jean qui est là aujourd'hui. Bonjour Natacha. Qui est dans l'équipe? Oh là là, il est vieux comme moi. Tic. Tac, touc. Voilà. Qui l'a créé? Donc c'est moi et Madame et Virginie qui n'est pas là aujourd'hui. En accompagnement, je trouvais ça important. Thomas, il n'a pas créé la situation d'apprentissage et d'évaluation, mais il a intervenu. Et je voulais qu'il témoigne aussi. Et puis 2 étudiantes, Marie-Amélie et Alix, qui vous présenteront ce qu'elles ont fait. Et puis, parce que j'ai pas envie de parler, on va commencer d'abord par les étudiantes et ce qu'elles ont fait comme jeu et ce qu'elles en ont ressenti. C'est qui ces 2 étudiantes-là? Donc elles sont en L1, bien évidemment. J'ai pris 2 profils différents. C'est 2 étudiantes qui ont fait un truc chouette. Hein. Marie-Amélie, qui est néo-bachelière, et Alix, qui a subi PASS avant. Comme ça fait 2 façons de voir les choses. Donc on commence par Marie-Amélie, à qui je laisse la parole. Vas-y Marie-Amélie. Ah, t'as un micro, c'est parfait. Tiens, il y a la touillette qui marche pas. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas. Alors bonjour, je m'appelle Marie-Amélie et notre projet principalement pour l'animation, à mon équipe et à moi, c'était un canicross, sans chien puisque pour des raisons pratiques, pour mimer les symptômes d'une maladie respiratoire qui s'appelle communément la BPCO. Je ne vais pas vous dire le nom scientifique puisqu'il est un peu long et compliqué. Ça, c'était une maquette qu'on a réalisée pour un parcours à la base théorique du cross en lui-même. Pour l'animation, on a choisi de réellement le réaliser lors de la demi-journée d'animation où nous avons été évalués. On peut voir que, donc, je l'ai déjà dit, le but était de mimer les symptômes de cette maladie respiratoire et également proposer et montrer certaines manière de traiter cette maladie. Donc on peut me voir faire la grue. Ce qui était assez pas mal pour cette... ça fonctionne pas. Ça a changé beaucoup pour moi au niveau du lycée, puisque d'abord il fallait réaliser cette animation, parce qu'on ne va pas se mentir, au lycée on ne réalise pas de canicross, que ce soit en vrai ou sur le papier. Mais également au niveau des recherches qu'on a dû faire avant, que ce soit sur la maladie ou sur comment faire l'animation en soi. C'est-à-dire que ça nous a permis de faire, à moi et à mon équipe, une différence principale entre les informations scientifiques brutes et la vulgarisation qu'il y a à faire pour que l'animation soit accessible du grand public. Et aussi trier les informations que nous avons trouvées pour mettre celles qui sont pertinentes et les traduire au grand public dans notre animation, celles qui le sont moins, ne pas les mettre simplement au niveau de l'animation. Non. Ce
qui a été un peu plus compliqué, c'est de savoir bien doser le niveau d'information à mettre lors de pour cette animation. Donc, c'est ma première année d'études supérieures, donc il fallait que je mette assez d'informations scientifiques et pertinentes, mais pas trop non plus sans rester au niveau lycée. Également, ça nous a appris à reconnaître des sources qui sont fiables ou non, alors que, encore une fois, au lycée, pour moi, toutes les sources étaient plus ou moins fiables. Et surtout, respecter les timings imposés. Ce qui était bien dans cette animation, c'est que ça nous permettait un peu de nous détendre sur les travaux bruts et durs qu'il y avait à faire pour les autres matières ou pour les autres projets. C'était un peu plus fun, mais il fallait quand même ne pas trop se détendre là-dessus, parce qu'il y avait quand même des rendus à respecter. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alix. Donc, moi j'ai travaillé sur le cancer du poumon, donc en lien avec une autre SAE, la SAE 11 de Madame Jean. Donc nous on a fait un jeu en 4 parties parce qu'il y avait 4 sous-parties de notre thème: diagnostic, traitement, symptômes et cause. Donc moi je me suis occupée de la partie cause, donc c'est la petite boîte que vous voyez au milieu. Tout d'abord, pourquoi il nous est venu l'envie de faire un jeu ? Tout simplement pour que ce soit plus attirant et plus captivant, parce qu'écouter une personne parler pendant 5 minutes, ça peut être super long. Donc on avait vraiment envie que ce soit dynamique, et parce qu'on retient plus et on apprend plus quand c'est sous forme de jeu. Donc je me suis occupée de la partie cause. J'ai créé 2 poumons, pour le poumon sain et le poumon malade. Voilà, donc avec du coton, et tout simplement on a illustré le tabac avec une poudre de charbon, et donc on a montré que quand on fume ça va colorer le poumon, etc. J'ai très bien vécu cette expérience, je l'ai travaillée mais avec vraiment envie et joie. On y a passé quand même des heures parce que c'est un gros projet, mais au final on s'en rend pas compte et on y va avec envie. Ça nous a permis d'apprendre à organiser notre temps, faire des recherches fiables et surtout bien citer nos sources. Adapter son discours, ça c'est très important selon le public qu'on a, et surtout savoir rebondir quand on voit qu'ils décrochent ou que ça ne les intéresse pas, ou savoir écourter, ou savoir vite faire une conclue rapide parce qu'on voit qu'ils s'en fichent. Et faire le tri dans ce qui est important à dire, ce qui est important à mettre sur une affiche, ou ce qu'on peut dire tout simplement à l'oral. Et du coup, les points négatifs, pour moi, le plus gros point négatif, ça a été le travail en équipe, parce qu'on n'a pas tous la même valeur et le même rythme de travail. Donc aussi apprendre à se détacher de ça et de ne pas faire le travail des autres. Alors ça, on a beaucoup été accompagnés par les enseignants, parce que malgré que ce soit un travail d'équipe, ils savent faire la différence sur qui a fait quoi et qui ne fait pas. Et dans ce que j'entends, rythme différent et valeurs différentes, c'est par exemple quelqu'un qui va dire bon, il faut le rendre dimanche à 23h59, ben je m'y mets dimanche à 15h, ou celui qui va dire non, moi je m'y mets avant, comme ça au moins j'ai le temps de reprendre, etc. Et celui qui va dire bon, ben je le fais une fois, je l'envoie, ou celui qui va dire non, je le fais, je le reprends, je le relis, je le fais lire pour voir, etc. Donc ça, c'était un petit peu compliqué, mais on a quand même réussi. Et moi, je vois beaucoup la différence avec la licence SV de Grenoble, qui n'a rien à voir. Tout simplement, on est des numéros. Il n'y a pas du tout ce côté convivial. Et la licence SV à Grenoble, je l'ai très mal vécue. Et voilà, franchement, ici, c'est une bouffée d'air frais. Merci, Alix. En plus, elles ont respecté le temps. Je les remercie. C'est pas forcément évident à faire. Tout ça, ça a une histoire. Et ce que je veux vous présenter en premier, mon pointeur ne marche pas, ça m'énerve, c'est comment est-ce qu'on obtient ces résultats chez les étudiants et puis quelle est l'histoire de ça. Je vais passer vite. D'abord, nous, on a fait, avec Madame Garlati, avec Virginie, plein de projets libres, notamment pour les futurs profs des écoles. On leur a aussi fait pour les L1 entre 2018 et 2022. Et puis en 2020-2022, on s'est mis à l'approche par compétences. On a décidé de compétences et on s'est dit, quitte à faire, on va réutiliser ça et on va faire une SAE. Donc une situation d'apprentissage et d'évaluation, pour ceux qui ne sont pas au clair avec ça, sur quelque chose qui est travaillé par une autre collègue, donc un poster scientifique. L'année dernière, en 2022, on avait fait un poster, et en fait,
la plupart ont fait un jeu. Du coup, cette année, on a fait, s'ils font un jeu, ils font un jeu. On va pas s'embêter. Donc en fait, ça, c'est juste pour vous dire, au départ, on a testé plein de trucs. On a fait un projet qu'on a déposé à PEPS et on a testé plein de trucs. Je vais pas les détailler, c'est fait exprès. Et on avait vu des choses qui sont quand même super chouettes. Là, c'était un jeu qui s'appelle Black Chariot, avec un rendu qui est quand même super sympa. Le gameplay était pas si mal. On s'est dit, la vache, c'est cool. Ils font des trucs cool, les étudiants, finalement, même en L1. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils adoraient cette liberté-là. Et l'université, c'est aussi ça. C'est la liberté aux étudiants. C'est pour ça qu'ils nous choisissent. Contrairement aux classes prépa, par exemple. Et on les voyait beaucoup plus engagés dans ce qu'ils faisaient. Ça, on était contents. Puis on avait des projets ultra ambitieux. On avait eu un escape game de l'immuno dans cette salle-là qui durait 1 heure, qui tournait, qui était chouette. Par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'ils étaient tellement pris dedans qu'ils oubliaient la justesse scientifique. Du coup, on perdait ça. Surtout, ils n'étaient pas contents parce qu'ils y mettaient du cœur à l'ouvrage. Et derrière, ils n'étaient pas payés. Parce que l'étudiant, il est payé avec quoi? Avec une note. Et il n'était pas payé avec une note. Alors on va voir comment nous on a essayé de répondre à ces enjeux-là. Donc on est passé à l'approche par compétence et on s'est dit que la compétence communiquée scientifiquement, elle était pas mal pour ça. Donc là je vous l'ai mis et on a décidé de faire cet SAE-là qui correspond cet SAE-là. Tout comme un jeu, faut un scénario. Donc j'aimerais bien vous présenter maintenant le scénario de cet SAE-là et comment ça se scénarise. Hop. Donc à la base une situation authentique. Les étudiants, ils vont apprendre à communiquer en sciences, pour des grands scientifiques, et j'aurais préféré Madame Curie, qui est meilleure que Monsieur Einstein, à des petits scientifiques ou à tout le monde. En L1, parce que c'est le plus simple, on leur demande de le faire à eux-mêmes, parce que c'est plus simple de faire quelque chose à quelqu'un qui nous ressemble. Faire une animation à un élève de maternelle, c'est ultra dur. Et on leur a écrit ça, ils doivent présenter une animation scientifique, ils n'avaient que 5 minutes pour la présenter, c'est ultra court, et ça tournait, c'était une espèce de forum. Sur la maladie qu'ils avaient travaillé en SAE 11 avec Madame Jean, où du coup là, le fond scientifique c'était bon, vu qu'il était déjà fait dans une autre SAE. Donc ça ressemblait, le poster il ressemble à ça, c'est un poster très scientifique, qui est juste scientifiquement, qui est sourcé avec des belles infographies, ça c'est le travail d'Alix, et derrière une animation qui est peut-être plus engageante, mais toujours ils avaient mis le QR code qui revenait au poster. Si la personne voulait s'informer derrière, elle le pouvait. Hop. Et du coup, alors juste, je me suis spoilé, je vais vous faire bosser un petit peu. Attention, par contre, là, je respecte le temps. Vous avez 30 secondes pour écrire sur votre feuille, à partir de maintenant, toutes les idées que vous évoque l'origami. Il vous reste 15 secondes. Il vous reste 10 secondes. Ok, maintenant à partir de l'origami, vous allez me proposer une idée de comment est-ce qu'on pourrait organiser la création de jeux chez les étudiants et vous avez 1 minute. Comment? Une idée pour créer, à partir de cette idée de l'origami, pour comment on fait pour faire créer un jeu aux étudiants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et vous avez maintenant plus que 45 secondes. À partir de l'origami. À partir de l'origami, vous prenez l'idée et vous faites une idée. Enfin, c'est simple quand même, non? En plus, vous avez le temps. La question, elle devait être écrite au tableau, mais j'ai pas pu utiliser les tableaux. Donc, c'est comment s'organiser pour faire créer un jeu aux étudiants. Et Natacha, il te reste plus que 20 secondes. 15 secondes. 10 secondes. Et ouais, je sais. Et c'est fini. Ce que j'ai fait là, vous avez été mis en difficulté, on est d'accord. Vous n'aviez pas le temps. On ne vous a pas formé à la créativité. Je vous ai balancé une question pas claire au tableau. Et bien souvent, quand on fait faire un projet aux étudiants, on fait ça. Et on leur dit, ah c'est accessoire, vas-y, démerde-toi, je t'accompagne pas. Tu as 30 secondes pour le faire. Enfin, 30 secondes, c'est 1 semaine. Et dans 1 semaine, tu me rends un truc. Et ça, c'est en difficulté. Vous avez râlé, vous m'avez posé des questions. J'ai fait exprès que ce soit le bordel. Donc comment est-ce qu'on fait pour les accompagner dans la créativité et comment est-ce qu'on fait pour les accompagner là-dedans? Sachant que, si vous êtes au fait avec la taxonomie de Bloom, donc c'est une formation que j'avais suivie avec Christelle Mailly, créer, c'est le truc le plus dur en fait. Donc on ne peut pas leur dire créer là, demain, un truc, c'est dur. Donc comment est-ce qu'on a fait? Déjà, on les accompagne. Donc là, c'est notre scénarisation. En haut, vous avez les séances. La vraie SAE, elle commence là. Oh, mais il m'embête ce truc. Elle commence là. Qu'est-ce qu'ils auront? Un TD de créativité. On leur demande de créer quelque chose. Il faut qu'ils aient un TD, non?
un rendez-vous, et puis à la fin, une journée animation. Donc là, ils ont 2 mois. C'est quand même du temps relativement long. Mais c'était une présentation d'animation. Il faut bien s'entendre, ce n'est pas une animation concrète, c'est un projet d'animation, si vous voulez, comme si j'allais le vendre à un prestataire et qui derrière me laisse 1 an pour le préparer. C'est une ébauche. Donc le TD créativité, on l'a créé à partir d'une formation de Monsieur Fortin sur la co-créativité, où là ils ont 1h30 avec les petits animaux, où ils partent des animaux pendant 10 minutes, ils réfléchissent à tous les mots qui leur viennent dans la tête, etc., etc. Et à la fin, ils arrivent sur des idées créatives. Mais il faut le temps long. Vous avez vu, en 1 minute 30, c'est juste horrible. Ensuite, un tutorat individualisé, c'est un temps, vous pourrez échanger avec eux après, c'est un temps qui est précieux pour eux. On les prend par groupe de 4 pendant un quart d'heure avec le prof de CM pour les accompagner sur l'animation. Alors suivant le prof qu'ils ont, ça va dépendre des conseils. Moi, je prends parfois ma casquette, j'ai été directeur de colo, je prends cette casquette-là. Et enfin, ils font une demi-journée animation où ils présentent leur projet d'animation en 5 minutes aux étudiants qui tournent. Donc toutes les 5 minutes, ils vont un groupe de 4 étudiants et ils tournent comme ça. Puis parfois, le prof s'incruste, il fait exprès de tricher, il essaie de voir les limites du jeu. S'il y a voilà. Moi, typiquement, c'est ce que je fais. Je fais exprès de tricher, je vois s'il y a des limites, je regarde mon téléphone alors que j'ai pas le droit. Voilà, juste pour voir comment ils réagissent. Enfin, quand le groupe tourne bien, quand ils sont paniqués, je le fais pas, on est d'accord. Je suis pas vache. Et ensuite, on fait un truc qu'ils aiment bien. Ils votent la meilleure équipe par groupe de TD. Et ensuite, chaque meilleure équipe représente son animation à tout le monde et on vote pour la meilleure équipe de la promotion. Et c'est la seule fois où je les ai vus crier « Ouais !» Gagner. Ils n'ont rien gagné, ils ne sont pas gagnés de points, ils étaient contents d'avoir gagné. Qu'est-ce qu'on leur donne comme document? Donc un espace Moodle qui est standardisé. Et dans cet espace Moodle, ils vont retrouver notamment le déroulé de la SAE. Et par exemple, quand ils ont le tutorat animation, ils ont des trucs à faire avant, des trucs à faire pendant, des trucs à faire après. C'est important de les accompagner, sinon ils sont paumés. Ensuite, il y a une petite fiche pour l'animation. Moi, j'ai pris une fiche d'animation que Téligo me demandait de faire, et puis j'ai copié-collé, quoi. Donc j'ai fait un truc qui ressemble vraiment. Donc c'est une situation réelle, encore. Et en parallèle de ça, ils remplissent quelque chose sur lequel ils seront évalués. Là, on évalue bien une création de jeu, qui est un carnet de bord, qui en gros, ils suivent, ils tracent tout ce qu'ils font comme action. Donc là, pour le tutorat, ils devaient mettre les questions qu'ils avaient à me poser. C'est mieux de les prévoir avant. Et puis, les retours de l'enseignant. C'est bien de prendre des notes quand le prof il vous corrige. Je laisse Thomas intervenir sur cette utilité des supports. Faut que tu l'allumes par contre. J'imagine que là c'est bon. Okay. Du coup, oui, effectivement, les supports c'est super pratique pour les étudiants parce que ça leur permet, s'ils ont un doute, de savoir à quoi se référer. C'est pareil pour les enseignants accompagnants. C'est que moi, j'ai pas créé du tout l'activité et du coup, potentiellement, avant un TD, je suis plus tout à fait sûr des dates de rendu. Je suis plus tout à fait sûr du format de rendu. Il y a plein de questions que j'ai parce que j'ai oublié, parce que potentiellement mes collègues m'en ont parlé, mais ça fait 1 mois. Et du coup, l'avantage de ces supports, c'est que c'est autant pour les étudiants que pour les enseignants accompagnants. Donc ça, c'est un côté qui est très pratique. Après, à côté de ça, ça implique aussi... Alors oui, comme je ne vois pas l'écran, ouais. Ça implique aussi par contre qu'il faut être vraiment au point malgré tout. Il faut quand même les avoir travaillés un peu, ces documents. Il y a plusieurs documents, en l'occurrence les 2 principaux, donc le carnet de bord et le déroulé étudiant. Ces 2 documents-là, il faut les avoir lus un minimum, il faut savoir s'y retrouver un minimum avant. Donc le travail préparatoire pour moi il n'est pas gigantesque parce que c'est pas moi qui ai conçu. Par contre il y a quand même un travail préparatoire un minimum avant chaque séance et avant le travail de manière globale, histoire d'être quand même un minimum au point. On peut avoir les infos facilement mais il ne faut pas trop se reposer dessus non plus, en gros. Ok, on est presque en retard. Et maintenant on va voir comment on va pouvoir faire pour que l'étudiant ne se sente pas sous l'eau. Et comment on va faire pour qu'il y ait un gain. Alors, pour qu'il y ait un gain, on a décidé que cette SAE-là, elle valait 2 ECTS. C'est autant que ma matière fondamentale. C'est important, ça, pour l'étudiant. Et puis, là, si on regarde les notes, alors nous, on a mis une barre à 8, comme ça, ils sont obligés de travailler ma matière fondamentale quand même, parce que sinon, ils trichent dans le jeu de valider sa licence. Si vous regardez, en bleu, vous avez la SAE. Et ce qui est vraiment intéressant pour les étudiants qui travaillent, comme nos 2 étudiantes, c'est qu'on a beaucoup de notes au-dessus de 14 ou au-dessus de 16. Et avoir au-dessus de 16 sur une matière fondamentale, c'est pas forcément évident. On s'est fait piéger, on avait oublié d'apprendre ça. Là, c'est si on a bossé, si on a fait le job, si on a écouté les retours des enseignants, on tape une super bonne note. Et c'est mérité, ils ont bossé. Comme on disait avant, ils ont bossé, ils ont fait le job, ils ont fait la biblio, c'est mérité. Ensuite, on leur donne la grille d'évaluation. Alors quand ils la lisent, ils savent sur quoi ils vont être évalués. Et nous, pour évaluer tous ensemble de la même façon,
on a fait un menu déroulant, c'est pas beaucoup de temps. Regardez, les noms, ils sont trop bien. Il y a Reban et j'en ai marre, si vous en avez marre aussi. Et on a un menu déroulant sur lequel on clique et ça va générer une note. Et en fait, c'est plus facile pour un item de dire oui, non, partiellement, que de mettre des points. Ça, c'est notre expérience à nous. Thomas, si tu veux faire un retour rapide. En fait, ce que j'ai dit pour les supports reste vrai pour la grille d'évaluation. La grille d'évaluation, elle est assez commode pour nous, justement, pour s'immerger dans comment c'est censé être évalué quand, encore une fois, on n'a pas créé l'activité. Par contre, il faut s'être familiarisé un minimum avec. C'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément naturel au début. Donc au début, ça fait bizarre. Je sais qu'au début, j'avais un petit peu de mal à remplir correctement la grille de notation. Mais on s'y fait et finalement, je pense que c'est quand même beaucoup plus reproductible entre enseignants pour quelque chose qui va être partagé et qui doit être partagé, puisqu'encore une fois, c'est pas possible pour Jean-Louis et Virginie de prendre la totalité et de noter la totalité des étudiants, vu qu'ils sont beaucoup trop nombreux pour ça. Je pense que c'est quand même une bonne solution dans ce contexte. Et enfin, il y a besoin qu'ils aient du temps pour ça. Et donc nous, dans l'emploi du temps, me dites pas que c'est pas possible, on l'a fait avec les L1 et ADTP. Je veux pas entendre que c'est pas possible. On leur a laissé une demi-journée. Chaque groupe TD, ils ont une demi-journée qui est consacrée au travail autonome étudiant et au SAE en particulier. Et ça, c'est vraiment important et c'est quelque chose qu'ils veulent pas qu'on touche. Et pas le jeudi après-midi, parce que le jeudi après-midi, c'est fait pour le sport. Et pas le samedi-dimanche, parce que le samedi-dimanche, pour la majorité, c'est fait pour bosser. Eux, ils ont des temps pleins. Enfin, ceux qui bossent le week-end, c'est du 55 heures semaine. Donc, on ne va pas non plus leur rajouter du travail le week-end. Intérêt pour les étudiants. Là, ils avaient des vidéos. Alors, je suis désolé, j'ai pas des retours bien précis, mais ils avaient l'impression d'avoir créé quelque chose. Ils avaient quelque chose de satisfaisant. Ils sourient parce que la fin, la demi-journée, c'est un CC. Hein. Donc, ça compte 2. Hein, mais ils étaient contents, ils rigolaient. Ils trouvent ça amusant, agréable. Et ce qui est important aussi, on a vu là les masters qui demandent à le demander, et ben dans leur portfolio, ils peuvent prouver leurs compétences. Ils peuvent prouver ce qu'ils sont capables de faire, et puis ils peuvent prouver aussi leurs soft skills, pas que les hard skills. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire en termes de travail d'équipe. Et ça, on trouvait ça intéressant. 22 minutes, on n'est pas trop mal. On va pouvoir conclure rapidement. Déjà pour vous demander, est-ce que ça vous a donné envie de créer quelque chose aux étudiants? Oui, peut-être, non, on ne se prononce pas. Il y a des étudiants qui veulent créer des trucs, donc c'est cool. Bah, je suis content, plutôt oui. Bonne satisfaction, j'aurai une bonne note sur Google. Je fais vite ma conclusion, mais pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de partir d'un exercice scientifique ou littéraire ou de droit, hein, partir de quelque chose de concret, enfin de quelque chose de scientifique, de la matière principale. C'est faisable avec des grandes cohortes. Par contre, il faut les encadrer, il ne faut pas les laisser tout seuls, parce que sinon, c'est n'importe quoi. Et puis, il faut leur laisser du temps, parce que c'est long à faire. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'ils vont pouvoir valoriser ces soft skills à la fin. Thomas, j'ai mis tes retours, si tu veux les dire. Très, très rapidement, hein, mais globalement, en tant que justement accompagnant simplement, le truc positif, c'est que l'activité est déjà globalement prête et il y a plein d'outils qui nous permettent de se l'approprier sans forcément que ce soit trop coûteux en temps et en énergie. Ça peut être compliqué, mine de rien. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal personnellement à enseigner à partir de supports qui ne sont pas les miens. Mais par contre, on garde. Il y a deux trucs qui sont bien. Alors déjà, c'est bien si on peut le faire plusieurs années. L'année d'après, enfin la deuxième année, j'étais beaucoup plus à l'aise que je ne l'étais la première année. Un autre point qui est important, c'est que même si on a une grille d'évaluation commune, même si on a des supports communs, etc., il y a quand même un côté de on reste libre de notre notation. Comme on a chacun notre propre groupe et qu'on va noter notre propre groupe, si on a donné des informations qui sont plus ou moins floues ou au contraire plus ou moins précises par rapport à nos collègues, on reste libre de notre notation. Donc on reste libre de décider comment est-ce qu'on va arbitrer sur des points qui pourraient être plus ou moins précisément indiqués dans les supports. Donc ça, c'est un côté qui est pratique. C'est ça. Exactement. Exactement. Alors pour le bilan étudiant, c'est une expérience avant tout enrichissante pour les apprentissages des notions théoriques et scientifiques. Moi pour ma part, je trouve que c'est une manière d'apprendre un peu indirecte parce qu'on n'est pas sur un cahier, un livre, voilà. Mais on apprend beaucoup mieux et on retient beaucoup plus sur l'évolution de soi-même aussi parce que on apprend à être autonome, on apprend à gérer son temps, on apprend à travailler en équipe aussi. Prendre des décisions et faire des choix individuels puisqu'il y a toujours une partie en groupe et une partie individuelle.
se faire confiance, notamment à l'oral, et arriver en fin de L1 à ne pas préparer son oral, enfin ne pas préparer, je m'entends, hein, mais à être très à l'aise. Et moi, je vois les oraux là, de fin de semestre, au final, j'avais pas préparé des choses écrites où j'ai appris par cœur, etc. Mais c'est qu'une formalité parce qu'on est sur un projet de A à Z, on s'enrichit, on y passe du temps. Donc l'oral, c'est facile au final. Et du coup, l'apprentissage du travail en équipe. Ça nous permet aussi de savoir si on a bien compris ou pas notre sujet de fond. Puisque, notamment pour le projet de la SAE 13, il fallait expliquer aux autres ce que nous, on avait compris. Ça nous permettait de voir si on l'avait bien compris ou pas. Merci. Si vous avez des questions, enfin, si vous avez faim. Juste à des fins écologiques, je veux bien que vous nous rendiez des feuilles sur lesquelles composeront nos chers étudiants après, à la fin, après les questions, sur lesquelles composeront. Si vous n'avez pas écrit dessus, bien évidemment. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, Ça va, j'ai la voix qui porte. C'était des groupes de combien? C'était 160? 4. Ouais, 4. Très bien. Je peux avoir le micro? Non, enfin, de notre expérience, c'est 4 et en fait, ils sont dans les mêmes groupes parce qu'il y a 3 SAE, parce que sinon c'est ingérable. Donc ils ont la même équipe de travail, voilà, qu'on impose par contre en L1. En L1, on impose des équipes de travail au départ. En L2, ils les choisissent et en L3, on les réimpose.